2009 a marqué une rupture de confiance dans nos économies ultramarines. Et que cette rupture de confiance dans la capacité d'un territoire, dans son économie ou de ses économies, de continuer à créer des richesses, de se développer, est quelque chose qui est, pour moi, que je trouve extrêmement juste et que je mesure régulièrement. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est qu'on ne sait pas, ou peu, ou que l'on ne veut pas, ou que l'on a honte de parler de l'entreprise. Alors je sais que ce n'est pas dans l'ADN de Contact, parce que c'est au contraire ce qui vous a fait. Parler de l'entreprise, parler de l'entrepreneur. Entrepreneur, je vous le disais lors de notre cérémonie de vœux de la FEDOM au Sénat, c'est un des plus beaux mots de la langue française. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met à risque tous les jours, dans un monde qui n'aime pas les risques, où on essaie de les minimiser. On devrait, les entrepreneurs, on devrait au contraire les encourager, on devrait les soutenir, et on voit bien que dès qu'arrivent quelques soubresauts, on les accuse au contraire d'être la cause de la vie chère, de la profitation, enfin d'un certain nombre de choses. Et ajouter à cela que je crois que les politiques, et j'arrêterai pour cet exposé qui n'en est pas un, mais qui est plutôt des réflexions de quelqu'un qui aime les Outre-mer et qui a choisi de se battre pour les Outre-mer, le regard de plus en plus distancé qu'à Paris au sens large, c'est-à-dire à la fois la haute administration et les politiques sur nos Outre-mer. Pendant longtemps, on a stigmatisé la méconnaissance de nos territoires, la méconnaissance. J'ai souvenir il y a quelques années de poser à un ministre de la République, c'était pas le ministre des Outre-mer, heureusement, la question sur la Martinique, en lui disant « À votre avis, il y a combien d'habitants en Martinique ?» Il m'a répondu « Plus de 700 000. » Ministre de la République. Ça prête à sourire, mais c'est profondément le signe de ce que nos territoires ne sont pas connus, qu'on reste encore très souvent dans des clichés que l'on dénonce, que vous voyez, vous comme nous. Et c'est pour ça que ce travail qui est fait de promotion de l'entreprise, de promotion de l'entrepreneur, est quelque chose qui est fondamental. Et je regrette profondément que ça ne soit pas plus généralisé, qu'on ne le fasse pas. Trop souvent, nous avons des organisations professionnelles, alors je ne les stigmatise pas, elles ont peut-être le nez dans le guidon, j'en sais rien, mais en tout cas qui n'ont pas chevillé dans leur ADN, enfin au corps, qui n'ont pas cette idée qu'il ne peut y avoir des entreprises prospères, des entreprises qui se développent, l'envie d'entreprendre, et qu'on donne à des jeunes notamment l'envie de créer des entreprises, si on porte un regard sur l'entreprise, qui est un regard au pire indifférent, ou, enfin au pire indifférent, je ne sais pas si l'indifférence est le pire, mais en tout cas, ou négatif, et que l'on ne met pas suffisamment en avant à la fois les réussites, cet esprit d'entreprise. Et c'est ce qui nous anime depuis un certain nombre d'années. Notre rôle à nous, vous le savez, à la FEDOM, qui est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une organisation qui est présente sur tous les territoires, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, dans tous les territoires de la République, et qui regroupe toutes les organisations professionnelles, l'artisanat aussi maintenant, et les interprofessions, etc. Et puis aussi les entreprises, les plus grands groupes qui travaillent outre-mer. Notre souci, c'est deux choses, mais vraiment. Un, donner à nos entreprises et à nos entrepreneurs de la visibilité sur le moyen et sur le long terme, sur les outils économiques au sens large, fiscalité, sociale, cadre juridique, c'est le problème des zones franches, nouvelle génération, pour leur permettre d'entreprendre dans un climat, j'allais dire, où l'on sait, où l'on espère en tout cas que les outils ne vont pas changer tous les ans au gré des lois de finances. Et c'était notre premier objectif, puisqu'on va aborder très rapidement ce que vous allez retrouver dans ce petit document que je pense vous allez diffuser, qui s'appelle Entreprise, alors au singulier entreprise, on aurait pu mettre entrepreneur d'outre-mer, ce qui change en 2019. Ce qui change en 2019, donc on a listé ce qu'on appelle le fiscal, ce qui relève des dispositions de la loi de finances, le social et le cadre juridique, c'est-à-dire les fameuses zones franches. On a essayé de le faire d'une façon très pédagogique, avec un mode d'élaboration de ces fiches techniques qui est toujours le même. Situation antérieure, quel était le droit existant, modifier le droit modifié par la loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale, et in fine, et c'est le plus important, parce que c'est là où notre réflexion commune doit se faire, quelles sont les perspectives d'évolution. Quel est le calendrier du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement a en tête en 2019? À quoi faut-il s'attendre? Et vous savez comme moi qu'on a des sujets lourds qui sont devant nous, et sur lesquels, plus que jamais, je crois qu'il faudra une cohésion
entrepreneuriale si on veut faire avancer les choses. Globalement, en matière fiscale, je vais être très vite parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse échanger, c'est que vous puissiez poser des questions. Moi, je suis le généraliste, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas tous les détails, et vous avez Laurent Renouf, c'est lui le spécialiste, c'est lui qui anime, qui dirige les équipes de la FEDOM, avec une commission économique extrêmement performante qui est présidée par un Martiniquais au sein de la FEDOM et qui fait un travail absolument considérable. Sur le plan fiscal, première chose, on a obtenu que la défiscalisation soit prolongée jusqu'en 2025. Alors ça n'a pas été un combat évident, parce que 2025, c'est ce que le Pacifique avait obtenu, mais quand on avait demandé dans des lois de finances précédentes qu'on ait le même dispositif, ça nous avait toujours été refusé. Donc il a vraiment fallu qu'on se batte pour essayer d'avoir au moins 6 ans de visibilité. La contrepartie de ce prolongement jusqu'à 2025, elle est double. Une plus grande vigilance ou une sévérité contre les pratiques des menteurs en opération de défiscalisation. La plus grande, la plus importante étant qu'ils perdent leur agrément à vie. Ils seront dorénavant agréés pour une période de 3 ans. Et ce ne sera plus un agrément donné au niveau local par le préfet, ça sera un agrément donné au niveau national par une structure qui n'est pas encore en place, ça commence bien, où il y aura vraisemblablement le bureau des agréments, mais également d'autres administrations. La deuxième contrepartie, c'est que le crédit d'impôt, vous savez que le gouvernement a engagé une vaste réforme qui tend à substituer le crédit d'impôt à la défiscalisation le plus largement possible. Eh bien, à terme, seules les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros pourront continuer devront obligatoirement passer au crédit d'impôt. Les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 10 millions pourront seules continuer à faire, si elles le souhaitent, de la défiscalisation. Donc défiscalisation réservée aux entreprises de moins de 10 millions de chiffre d'affaires. 2 ou 3 autres dispositions rapides sur cette loi de finances. D'abord, quelque chose qui peut avoir une importance pour le secteur de l'hôtellerie, puisque dorénavant, lorsque vous acquérez un bien, lorsque vous construisez un hôtel, lorsque vous le réhabilitez en défiscalisation ou en crédit d'impôt, je dis défiscalisation pour faire simple, mais c'est les mécanismes d'aide fiscale à investissement, vous aurez une obligation de l'exploiter pendant 15 ans au lieu de 5. Pour éviter ce qu'on a connu dans un certain nombre de territoires, y compris sur des hôtels emblématiques, qu'il y ait de la vente à la découpe, après 5 années ou 6 années d'exploitation. Par contre, nous avons pu obtenir que l'obligation pour l'investisseur, celui métro ou domien, qui veut faire de l'optimisation en souscrivant à des opérations de défiscalisation, que cette obligation-là, que le risque qui pèse sur lui reste sur 5 ans et non pas 15 ans. Le premier projet de loi du gouvernement, c'était on aligne tout le monde. 15 ans. Alors vous imaginez, il n'y a plus un centime qui se mettait dans de l'hôtellerie outre-mer si le risque était un risque de 15 ans qui pesait sur le contribuable. Autre disposition, alors on a beaucoup parlé ce matin à la radio, beaucoup parlé aux marins hier lorsque j'ai avant-hier rencontré les milieux du nautisme. On a réouvert à la défiscalisation les activités de croisière. Alors, réouvrir à la défiscalisation les activités de croisière, en clair, c'est encore inopérant pour la Martinique. Pourquoi ? Parce que, au-delà de conditions très drastiques, il faut que le navire qui est défiscalisé donc en Martinique, tête de pont Martinique, soit exploité dans la zone économique exclusive de la Martinique. Ce qui veut dire que, sauf à faire le tour de l'île dans un sens et dans l'autre, je ne vois pas beaucoup de bateaux de croisière le faire. Mais par contre, ça marche dans le Pacifique. Vous défiscalisez un bateau en Polynésie et vous avez la possibilité de faire des croisières de 8 ou 15 jours dans l'espace économique polynésien, des ZE Poly. Donc ça, c'est un dossier qu'on va pousser. On a mis le pied dans la porte et on considère qu'à tout le moins pour les Antilles, il faudrait qu'on ait une ZE spéciale, j'allais dire croisière, qui soit Martinique, Guadeloupe et à minima les îles Grenadines, voilà, qui permettent d'avoir là de vraies activités de croisière. Un dispositif qui a l'air de rien, mais qui donne des résultats assez sensibles depuis le début de l'année, l'exonération de TVA sur l'exploitation de navires de charter à partir de la Martinique. On a revu et on voit arriver des bateaux, des navires qu'on ne voyait plus dans nos eaux. Depuis le début de l'année, il y a 5 navires, dont l'un est un 50 mètres, qui était au marin.
Ils ont tous au Marin ou un Fort-de-France, les autres au Marin, je ne sais plus. Tous au Marin, je crois, tous au Marin. Ce qui veut dire quand même que c'est de l'activité, c'est de l'avitaillement, c'est bon. Et c'est une très très bonne chose. Deux autres petites dispositions pour ne pas être plus long. Trois autres, pardon, très vite. Un, le cinéma outre-mer. Les exploitants de salles, il n'y aurait plus de cinéma si on est allé jusqu'au bout de la loi, enfin du projet de loi, puisqu'on imposait aux exploitants de cinéma ou à l'exploitant de cinéma en Martinique une taxe spéciale qui s'appelle la TSA, qui est versée au CNC et qui était de 10,72. Ça veut dire que clairement, tous mettaient la clé sur la porte. On a réussi à geler la taxe à 5%, ce qui va permettre non seulement de continuer l'exploitation, mais je crois même qu'il va y avoir un projet de cinéma, un nouveau multisalle qui va se créer en Martinique, ce qui est une bonne chose, je crois. Problème des pick-up. Alors, le problème des pick-up, Dieu sait que ça a agité, je ne sais pas quel est le représentant de Citroën. Alors, vous n'avez pas de pick-up chez Citroën, si? Il y en a chez Toyota. Il y en a chez Toyota. Alors, vous êtes Toyota, oui. Il y en a chez Toyota. Alors, le problème des pick-up, c'est venu... C'est le genre de choses auxquelles on ne s'attend pas parce que ça n'est pas dans le projet du gouvernement. Donc, vous ne le voyez pas apparaître dans le budgétaire et c'est un amendement de la France Insoumise. Donc, il arrive en commission, on le voit arriver comme ça, un amendement mélenchoniste, et qui dit en gros, sur le principe, tous les gens qui sont dans des pick-up sont des pollueurs, la pollution, c'est l'ennemi absolu, donc on va les taxer. Donc, tous les pick-up sont, esprit de l'amendement mélenchoniste, relèvent de la TVS, taxe sur les véhicules de société. Et accessoirement, puisque taxe véhicule société, article 1010 du Code général des impôts, et de tous ceux qui font référence au 1010. Vous imaginez, alors les mois en France métropolitaine, pas du tout. Ici, je crois que j'ai eu à peu près tous les importateurs au bout du fil en disant c'est une catastrophe absolue. Alors on a réussi, pas totalement, à faire évoluer les choses. Il y a une clause de revoyure en juin avec le ministre de l'économie. D'autant que la première définition du pick-up était tellement large que les petits utilitaires de moins de 3,5 tonnes étaient également visés. Ce n'était quand même pas le but. Alors aujourd'hui, ce qui ressort des dispositions de loi de finances ne sont concernés par le texte que les pick-up double cabine de 5 places. Ceux-là ne sont pas considérés comme des véhicules utilitaires, professionnels, et ils sont donc passibles de la TVS. Avec une autre conséquence, ils ne sont plus défiscalisables. Et je ressors des RFIP, et je crois qu'ils vont y aller de bon cœur sur les contrôles sur les pick-up pour vérifier si les gens ont bien respecté dans les conditions dans lesquelles ils ont acquis des pick-up qui ne seraient plus défiscalisables. Alors, on a un espoir, parce que même si les parlementaires, enfin pas tous, on a quelques parlementaires ultramarins qui se sont mobilisés, notamment en Martinique, une sénatrice qui a été extrêmement punchy. Les députés savoyards et hauts-savoyards se sont un peu mieux mobilisés et ils ont réussi à faire reconnaître une exception géographique, puisque les pick-up, écrit dans le texte, qui sont utilisés dans les stations de sport d'hiver, donc pour les activités liées à l'ensemble des sports d'hiver, n'entrent pas dans le champ de la réforme. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à partir du moment où le législateur accepte une exception géographique et topographique, on a peut-être bon espoir de faire reconnaître que pour nos outre-mer, on est aussi dans des dispositions qui permettraient de corriger le tir. Donc on va essayer de faire évoluer les choses. C'est pas forcément gagné, mais en tout cas on a cette piste-là qu'on va explorer. On voit M. Darmanin avant la fin du mois de juin. Voilà pour l'ensemble des dispositions fiscales, globalement plus satisfaisantes. Il y en a une qui nous pose problème, et elle est importante, c'est la suppression de la défiscalisation à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et à l'IS du logement social. Les articles 199 1 et 217 1 Alors ça a une conséquence très pratique, assez surprenante. Ça ne va pas poser de problème pour les grosses opérations de logement social. Mais ça pose un problème très particulier, et notamment en Martinique, à Fort-de-France, aussi à Pointe-à-Pitre, c'est pour la réhabilitation de petits logements familiaux, notamment possédés par des papis et des mamies, propriétaires de leur appartement, de leur logement insalubre, et qu'ils rénovaient dans le cadre de cette défisque-là.
Alors, c'était des montages, je revois les monteurs cet après-midi, c'était des montages un peu acrobatiques parce que ça passait, pardon, je ne veux pas rentrer dans le détail du montage, puisque l'administration l'a critiqué, où on vendait en viager à des SNC qui procédaient aux opérations de réhabilitation. C'était compliqué. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution, parce qu'ils ne le feront pas en crédit d'impôt, et on n'a pas de solution pour ce type d'activité. J'ai écouté ce matin à la radio une émission sur la préservation des maisons créoles. On a très clairement ce problème. Et pour nous, pour notre activité, je me tourne vers les représentants des PE, PME, etc. Ça donnait, et de l'artisanat, ça donnait du travail aux plus petites entreprises, et notamment à nos artisans, qui ne vont plus et qui vont perdre. J'en ai parlé au président Salomon, avec lui, on a un vrai souci d'inquiétude. Donc il va falloir qu'on trouve une formule, une solution. L'administration est bien consciente qu'elle a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, si vous me passez cette expression. Voilà, je ne vais pas être plus long sur la défisque. Un mot sur les zones franches, nouvelle génération. Alors d'abord, elle se substitue à toutes les zones franches existantes. Donc c'est d'abord un souci de simplification. Il n'y a plus de ZFU, plus de ZRR, plus de ZFA classique. Deuxième intérêt, elle n'est pas limitée dans le temps. La ZFA, ça se prononce très mal, hein, la SVANG, ZFA nouvelle génération, elle est d'une durée a priori illimitée. Je me méfie, hein, l'illimité, ce qu'une loi peut faire, une loi de finances peut faire, une autre peut la défaire. Mais bon, en tout cas, elle n'a pas de date de péremption. Troisième intérêt, elle n'est plus géographique. Donc on n'a plus à regarder à la loupe pour savoir si dans tel secteur on est en ZFA et si on traverse la rue, si on n'y est pas. Quatrième intérêt, elle revient sur les taux d'exonération à l'IS, d'abattement à l'IS, pardon, à la CVAE, aux impôts locaux, etc., au taux de 2009. Ce qui veut dire qu'on a, alors c'est plafonné certes, mais on a, Laurent, ça va, à l'IS, ça va jusqu'à 80%, 90% pour... 90% sur les impôts locaux. C'est pas neutre. En termes d'impact, c'est extrêmement intéressant. L'autre grand intérêt de cette zone franche, alors pour nous, qui était un combat majeur mené, c'est qu'on y inclut les activités de nautisme et de plaisance. Et pour une île touristique tournée, qui doit se tourner sur l'économie bleue, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Alors on a une difficulté, enfin, vous allez me dire, ça serait trop simple, parce que savez-vous que le nautisme n'existe pas? C'est-à-dire qu'il n'existe pas officiellement. On sait pratiquer des activités nautiques, mais quand vous regardez les codes le nautisme n'existe pas. On va rentrer dans le détail. Donc il va bien falloir, et vous allez voir que c'est quelque chose d'un peu compliqué, qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans les activités nautisme, plaisance? Alors il y a des choses qui par évidence, des métiers rentrent. La réparation navale, le carénage, les charters, enfin comment ? La location, etc., etc., oui. L'accastillage, oui. Par contre, vous avez des activités qui se dépendent totalement du nautisme et qui ne relèveront pas, a priori, des codes qui seraient susceptibles ou de codes à inventer ou à mettre en place deux activités. Je prends deux exemples qu'on a vus au Marin. Vous avez une supérette qui est sur le quai. Elle travaille à 90% pour la plaisance. C'est-à-dire, elle livre les bateaux sur les pontons, elle livre sur les corps morts. Bon, je vois mal dans les activités de nautisme la définition que l'on mette les supérettes. Pourtant, celle-là travaille totalement. Il y a une laverie qui est également au Marin, de l'autre côté de la rue, à 80%, elle travaille également pour la marina, au sens large. Est-ce qu'elle rentrera ou pas? Donc on voit qu'on va arriver dans un domaine où notamment tout ce qui est activité de service, etc., qui sont pourtant indispensables au nautisme, risque de ne pas être pris en compte. Donc il faut bien savoir que c'est un combat, à mon avis, qu'on commence, et il va falloir qu'on définisse un champ que nous souhaitons assez large des activités dites de nautisme et de plaisance. Et à contrario, il faut savoir que dans le cadre de la zone franche nouvelle génération, sont sorties des activités qui faisaient partie de la zone franche d'activité auparavant, je pense aux activités de conseil notamment, d'expertise comptable, etc., qui n'y sont plus. Mais l'industrie, enfin une partie de l'industrie y est.
on vient de mettre en zone franche nouvelle d'activité 3 secteurs de l'industrie, la production de matériaux de construction. Alors là aussi, production, ça veut dire quoi? Est-ce que la fabrication, pardon, pas production, fabrication, c'est autre chose. Fabrication n'est pas la production. Enfin, les spécialistes de l'octroi de mer le savent, c'est des sujets complexes. Pour nous, l'assemblage doit relever de la fabrication. Si on fabrique un certain nombre de choses à partir de produits que l'on reçoit, ça doit rentrer dans les clous. Pharmacopée et cosmétologie. Alors ça, c'est pas inintéressant, même si le champ vous paraît restreint, parce que, et en Martinique, et surtout à La Réunion, on est aujourd'hui sur un certain nombre, je touche du bois, de projets relativement importants et intéressants d'implantation de grands groupes internationaux dans ces domaines-là, et qui avaient besoin d'avoir un peu de visibilité sur la façon dont... Voilà, sur les zones franches, mais on y reviendra peut-être en fonction de vos questions. Troisième sujet majeur, les exos de charge. Bon, les exos de charge, lorsque je suis venu au mois de... Lucie, c'était en octobre-novembre, nous faisions part de notre très grande inquiétude sur le fait que le gouvernement qui avait décidé de remplacer le CICE... Alors, pardon, j'ai envie de pousser... Est-ce que j'ai le droit de pousser un coup de gueule? Oui. J'en ai un peu marre de lire de temps en temps dans la presse un certain nombre de donneurs de conseils qui disent « Mais pourquoi on ne s'est pas battu pour essayer de garder le CICE ?» Pourquoi on ne s'est pas battu? Alors ça commence à bien faire de le voir régulièrement, ça revient, c'est comme des totos. Pourquoi ils ne se sont pas battus? Alors ils tous, Pupinou évidemment en premier lieu. Il n'y a qu'un faucon. Il y avait une très belle déclaration, là vous la connaissez, il y a une citation, moi je l'aime beaucoup, c'est tout homme qui dirige et qui fait quelque chose a contre lui l'immense majorité, enfin a contre lui la majorité de ceux qui voudraient faire la même chose, de ceux qui font précisément le contraire et surtout l'immense majorité de ceux qui sont d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Je la médite de temps en temps en boucle. Le CICE, comme la TVNPR, ça a été politiquement arbitré. C'est-à-dire que quand vous dites il faut maintenir le CICE, le président de la République l'a dit, l'a répété, la ministre l'a dit, l'a répété, la TVNPR c'est pareil, c'est supprimé. Alors on a essayé jusqu'au bout. Lorsqu'on a été auditionné par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale et par la Commission des affaires économiques, c'était télévisé en direct, tout le monde a pu le voir, j'ai redit à la ministre, Madame la ministre, il n'y a pas de honte à savoir faire marche arrière, vous voulez mettre à la place du CICE une usine à gaz que vous ne savez pas comment, par quel bout la prendre et la créer, revenez en arrière. Je vous assure qu'on ne se gossera pas, mais il n'y a pas de honte à dire on a voulu faire autre chose, c'est extrêmement compliqué, on revient sur ce qui fonctionne bien. Mais il nous a dit c'est arbitré par le président de la République. Donc si vous voulez, le CICE, notre combat était d'abord de dire combien ça coûte. Puisqu'on veut le remplacer le CICE par quelque chose, on veut remplacer combien? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la tirelire ou qu'est-ce qu'on va mettre au pot? Et le premier projet du gouvernement, c'est 380 millions d'euros sur l'ensemble des Outre-mer. Et là, on dit, attends, ils se foutent de nous, 380 millions d'euros. Donc, on a commandé une étude au cabinet Mazars. Et le cabinet Mazars, après un mois et demi de travaux intensifs, a posé sa signature, ce qui n'est pas rien pour qu'un cabinet comme Mazars dise, voilà, notre document, voilà le vrai chiffre, 530 millions d'euros au lieu de 380 hors Mayotte. Et notre satisfaction a été, c'est le chiffre de 530 millions qui a été retenu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je crois qu'on n'a jamais fait un investissement aussi rentable. Michel, parce que, bon, Guillaume était au cœur du réacteur, enfin bon, il sait combien, après c'est Guillaume qui a beaucoup travaillé avec nous là-dessus, mais enfin, on a payé un peu cher une étude, mais enfin, ça a rapporté ça. Et puis on était un peu méfiants, donc on s'est dit dans un deuxième temps, ils vont essayer de nous avoir autrement. Et effectivement, ils ont essayé de nous avoir autrement, puisque le premier projet qui a été présenté par le gouvernement a été un projet, vous savez, avec 3 secteurs. Le secteur de droit commun, aligné sur le national, alors avec en plus les 4 points d'abattement maladie, mais un deuxième secteur, bâtiment et moins de 11, et un troisième secteur, compétitivité renforcée. Compétitivité simple, bâtiment moins de 11, compétitivité renforcée, les TIC, les mêmes qu'avant. Et on leur a dit, écoutez, si vous faites ça, on a mis au point un simulateur, les entreprises ont joué le jeu, on a eu, alors ça paraît faible au
au vu du nombre des entreprises outre-mer. Enfin, sur le simulateur qui est mis en ligne par la FEDOM, on a eu plus de 2000 réponses de structures. Sachant que certaines structures ayant une trentaine ou une quarantaine d'entreprises, on a donc eu un document assez fiable, dont la fierté consiste à dire pour les Martiniquais que la petite structure, la petite start-up qui nous a aidés à mettre en place ce logiciel est une jeune start-up martiniquaise, donc on ne s'est pas adressé ni à la métropole, ni mais c'est en Martinique qu'on a trouvé la compétence pour nous aider à faire ça. Le gouvernement a refusé de nous donner ces chiffres. Vous vous souvenez de ce débat surréaliste? Nous, on disait au gouvernement, mais donnez vos chiffres, on va les comparer aux nôtres, puisque Mazars nous a fait dire, non, on ne va pas vous les donner. Bon, en fait, ils ne nous ont pas donné parce que le ministère des Outre-mer ne l'avait pas. C'est quand même incroyable. La direction de la sécurité sociale a refusé, mesdames et messieurs, de donner ces chiffres au ministère des Outre-mer. Alors, le ministère des Outre-mer prenait les coups, et il n'avait pas la possibilité d'argumenter avec nous sur des chiffres qu'il n'avait pas. Et vous lisez dans le rapport parlementaire sur le PLFSS que l'ACOS, qui est supposée être quand même l'autorité qui a les bons chiffres, reconnaît elle-même que sur l'outre-mer, il y a une marge d'erreur de 11%. 11%. Donc on a naturellement, on est remonté au créneau, et on a obtenu de faire jouer les curseurs dans un sens curseur d'entrée, curseur de sortie, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette pente, cette dégressivité brutale. Donc on a dit au gouvernement, si on veut s'en sortir, puisque vous nous avez promis de faire ça à périmètre égal, il faut qu'il y ait un palier de dégressivité. Qu'on rentre un maximum de salariés dans un palier de dégressivité. Ça a été une bataille, je vous raconte, j'ai l'impression de faire l'historien surtout d'une bataille perdue pour le coup. Et le jeudi, 3 jours avant l'examen en séance, après une journée du coup des dupes, comme on le dit dans l'histoire, on a eu X fois Matignon, l'Élysée, etc. La ministre m'appelle, il est 21h, me dit « Monsieur le Président, nous sommes d'accord, vous avez les bosses. On a le palier. » Et je me dis, c'est Laurent Renouf et Guillaume qui se sont battus comme tout, sous forme de plaisanterie, on va mettre la statue de Laurent Renouf sur la place des Savanes. Mais le lendemain, à 21h, 22h, on me rappelle pour me dire, bon, in fine, le Premier ministre n'a pas validé l'arbitrage de la ministre. Le Premier ministre n'a pas validé l'arbitrage de la ministre. Accessoirement, la ministre a été, en 2 mois, en 1 mois et demi, a été déjugée 2 fois par ses collègues du gouvernement, un sur la fiscalité des Roms, sur les vignettes, par Madame Buzyn en séance, et l'autre par le Premier ministre, alors qu'elle nous a donné son accord. Ce qui a expliqué notre coup de colère. Ce qui fait titre à la presse que la lune de miel, si tant est que j'en ai eu une avec la ministre, la lune de miel était définitivement enterrée entre elle et moi. On a parlé de trahison. Moi, je suis un homme simple, avec les valeurs qui sont les miennes. Quand la ministre du gouvernement me dit « te plat », de certaines façons comme ça, j'ai tendance à considérer que je la crois. Alors je suis sans doute d'une incommensurable naïveté. Vous savez ce que disait le président Edgar Faure. Les promesses n'engagent jamais que ceux qui les reçoivent, mais là pour le coup, ça a été une vraie déception. Alors nous avons pu quand même, ça n'a pas été totalement négatif, comme on a échoué sur les paliers, on a demandé 2 choses à la ministre, 3 choses, et on les a obtenues. 1, qu'on ait une clause de revoyure en 2019, ce qui nous amènera à vous dire qu'on va avoir besoin de vous en 2019 pour illustrer ce qu'on va dire. 2, qu'on remette toute l'industrie en secteur compétitivité renforcée et non plus la seule agronutrition. Donc j'allais dire, les gagnants, c'est le secteur industriel hors agronutrition qui passe en compétitivité renforcée. Et surtout qu'on mette un 3e étage à la fusée pour le secteur des nouvelles technologies, NTIC, S2I, etc., qui devient super compétitivité renforcée, avec là pour le coup un dispositif qui devrait permettre à toutes ces entreprises-là d'être largement gagnantes par rapport aux précédents, ce qui va dans le bon sens de constitution des filières d'excellence dont on a besoin. Voilà, je m'arrête là. Voilà tout ce que vous allez trouver dans ce document. 2019, il va falloir, on va remettre en ligne le simulateur, il va falloir le renseigner en fonction non plus des simulations, mais de la réalité des fiches de paye.
puisque le gouvernement doit revoir s'il y a des écarts à la marge, ça, ce sera extrêmement important. Deuxième sujet qui est à l'ordre du jour de l'agenda du gouvernement, et c'est un sujet majeur, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet sur lequel on va se friter avec les collectivités locales, c'est le problème des délais de paiement. Alors le gouvernement s'y est engagé, cette fois c'est pas... Il y a un avant-projet qui court, qui est extrêmement ambitieux, que j'applaudis dès demain, d'autant qu'il s'est inspiré de nos travaux, donc c'est une très bonne chose, mais je crains que on n'a plus le même président de la République depuis quelques mois et que celui qui était prêt à passer en force auprès des collectivités locales il y a 3-4 mois soit un peu plus circonspect aujourd'hui, d'autant que c'est un projet, alors ça va très loin, moi j'applaudis dès demain, mais s'ils n'en font même que la moitié, ça sera bien. C'est un projet où très clairement les collectivités locales, alors le gouvernement met en place un fonds de dotation d'appurement de la dette des collectivités locales. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, des collectivités locales. Malheureusement, ce fonds va être abondé par une partie des 100 millions de la TVNPR, donc qui n'iront pas sur de l'investissement comme le gouvernement l'avait prévu, mais dans ce fonds-là. Ce qui veut dire qu'en clair, pour résumer ce que m'a dit un chef d'entreprise l'autre jour en Martinique, on a bien compris, c'est les entreprises qui vont payer pour qu'on paye les entreprises. Oui, c'est à peu près ça. Et il y aura une partie également de la réfaction de l'abattement à l'IR. Comme vous allez payer plus d'impôts, une partie de ces impôts devrait aller ici. Donc vous allez permettre aux collectivités locales, par l'argent que vous allez mettre, enfin que vous payez en plus, à ce qu'on vous paye. C'est aussi intéressant comme concept. Alors l'idée, c'est que les collectivités locales s'engageraient volontairement dans ce mécanisme de résorption de toute ou partie de leur dette. Volontairement. Sauf que les contreparties que nous demandions étaient sévères. Si vous vous engagez volontairement dans un fonds d'appurement, enfin à apurer votre dette, vous perdez tout ou partie de votre qualité d'ordonnateur. Il faut vous empêcher de faire n'importe quoi. Si on vous aide et que vous continuez à embaucher le lendemain 50 fonctionnaires municipaux, c'est quand même un peu compliqué. 2, le retour d'une vraie tutelle des préfets. Pour les collectivités qui sont en état de errance totale, vrai pouvoir. Vrai pouvoir donné aux payeurs, Laurent, de payer sans le visa de l'ordonnateur un certain nombre le payeur public, de payer le comptable public, de payer à la place enfin sans l'aval de la collectivité ordonnatrice. 4e disposition, on reviendrait à des règles où les collectivités perdraient leur capacité de choisir les dettes qu'elles veulent, les créances qu'elles veulent payer. C'est-à-dire qu'en clair, le social ne passerait pas avant tout le reste, on reviendrait, toujours dans cet avant-projet très, très off du gouvernement, à une règle FIFO. First in, first out, les dettes les plus anciennes sont payées d'une règle de bon sens économique. Et puis 5e mesure, le pilori. Alors, le pilori, c'est la possibilité en préfecture d'afficher la liste des collectivités défaillantes par rapport aux entreprises. Ça me plaît bien, le pilori. Alors, surtout que les maires sont soumis aussi à élection, réélection, et je trouve qu'il n'est pas plus mal, d'autant qu'on a le record absolu, alors pas en Martinique, encore qu'en Martinique, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière, la quasi-totalité des communes relèveraient, si elles étaient dans des procédures de type droit privé, seraient à tout le moins en règlement judiciaire pour la plupart d'entre elles, la quasi-totalité ayant été liquidée depuis longtemps. Et je dis toutes les collectivités, qu'elles soient les communes, qu'elles soient les sphères au-dessus. Mais la commune la plus... Alors c'est effarant. Vous savez quelle est la plus mauvaise commune de France, pour le coup? C'est une commune guadeloupéenne. Alors je l'ai dit, donc Et savez-vous, alors cette commune, il paraît qu'on arrive à la trouver quand les Guadeloupéens ne se trompent pas trop, parce qu'ils pensent qu'ils la pointent du doigt. Alors c'est pas une des plus grosses communes, c'est Terre-de-Haut, au sein. Savez-vous quel est le délai moyen de règlement des dettes de la commune de Terre-de-Haut? C'est la main sur le buzzer. C'est effarant. C'est effarant. Allez-y large. 9 ans et 2 mois. Épinglé par la Cour des comptes. 9 ans et 2 mois. Bon, alors, ça porte pas sur des sommes essentielles.
Mais il y a très longtemps que les entreprises à qui on doit depuis 9 ans de l'argent l'ont passé en pertes et profits en disant c'est bon. Dossier majeur devant nous, le problème des délais de paiement. On va avoir besoin que vous nous aidiez. Vous avez d'autres questions? On clôture notre réunion. Voilà, on vous remercie d'avoir consacré ce temps à Contact Entreprise et aux acteurs qui sont venus ce matin. Et puis vous remercier du combat que vous menez au quotidien pour les entreprises des DOM. La preuve en est, n'est-ce pas? C'est très concret. Voilà. Et puis donc on reste en contact sur les points qu'on a identifiés, effectivement, délais de paiement, notamment pour travailler ensemble sur ces sujets. Merci Lucie et vraiment merci à vous tous. Vous faites un formidable boulot. Moi je suis très admiratif. Alors après ça va aviver des regrets, mais très honnêtement, on a besoin d'expliquer, on a besoin de réunir les gens et vous le faites très bien.